Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce soir on adapte un peu le format du sprint qu'on avait lancé il y a quelques semaines et on tente donc quelque chose d'un poil différent. Je vous propose de découvrir ensemble les 10 infos foot principales de la journée. Et alors pour commencer avec celle qui vient de tomber il y a quelques minutes, c'est effectivement la décision du Conseil d'État de valider définitivement la saison 2019-2020 en France, mais de suspendre les relégations d'Amiens et de Toulouse. Donc fin du parcours, fin de l'espoir pour l'OL et pour Jean-Michel Aulas. La Ligue 1 ne reprendra pas et les classements figés sont conservés, sauf du coup pour Amiens et pour Toulouse qui vont voir leur cas réexaminé. Alors je vous lis brièvement le passage le plus important de la décision du Conseil d'État qui dit « Le juge des référés estime que le conseil d'administration de la LFP ne pouvait pas légalement se fonder pour décider de reléguer les deux derniers du classement de Ligue 1 sur le fait que l'actuelle convention conclue avec la FFF prévoit une limite de 20 clubs. Car cette convention qui prévoit une limite de 20 clubs, cette convention prend fin le 30 juin prochain et une nouvelle convention devrait être signée. » Donc voilà, les maintiens de Toulouse et Amiens ne sont pas encore définitivement validés, je dirais même attention à l'excès de confiance quand on voit le communiqué du TFC. Selon ce que je comprends, il suffirait que la Ligue renouvelle sa convention, refixe la limite à 20 clubs à partir du 30 juin et ces clubs descendraient. Donc voilà, on verra ce que les prochains jours amènent, wait and see. Mais ce qui est sûr, c'est que la possibilité d'une Ligue à 22 clubs a été ouverte par cette décision et ce serait un bazar assez incroyable, donc ça signifierait un calendrier à 42 journées en sachant que la date de reprise ou la date de début de la prochaine saison a déjà été repoussée, je crois que c'est aux alentours du 22 août. Voilà, gros casse-tête en perspective et à mon avis on n'est pas au bout de nos surprises. Deuxième info, cette fois du côté du Paris Saint-Germain, c'est la nouvelle qu'on apprenait hier soir. Le contrat de Thiago Silva ne sera pas prolongé, ne sera pas renouvelé ou étendu, et donc l'aventure parisienne se termine là pour lui. 8 ans au Paris Saint-Germain quand même, pas très original de le dire, mais c'est peut-être le central qui m'a le plus impressionné, un des centraux en tout cas que j'ai trouvé quand il était à son niveau maximum, vraiment le plus bluffant, élégant bien sûr. Bon voilà, on connaît tous le profil de Thiago Silva et sa qualité extraordinaire. Maintenant, je l'évoquais déjà l'été dernier, quand on dessinait les contours du mercato idéal du PSG pour cette saison 2019-2020, on évoquait déjà le fait qu'il était en fin de contrat, et voilà, pour moi, ça reste la bonne décision de s'en séparer à 35 ans, quand ça représente quand même un salaire d'1,5 million mensuel. Dans le cadre du fair play financier, ça offre quand même beaucoup plus de latitude, puis Paris Saint-Germain est plutôt bien fourni derrière, Marquinhos, qui est devenu un vrai leader, Kimpembe, qui va avoir la possibilité peut-être de s'affirmer davantage, Kirer, Diallo, Kouassi, il y a de la profondeur donc. Maintenant peut-être le gros regret c'est quand même de ne pas avoir la possibilité d'avoir des adieux qui soient à la hauteur de l'événement, qui soient à la hauteur du talent de Thiago Silva. Et il reste une question aussi, c'est comment est-ce qu'il terminera sa carrière. Donc on parle pas mal de Fluminense au Brésil, même il y a quelques mois, on l'évoquait déjà ici dans un épisode du Sprint. Et j'ai vu passer, alors très récemment, j'ai vu passer la piste Everton où il retrouverait Carlo Ancelotti, un peu le début de l'histoire au PSG. Du côté de Lyon maintenant, le Hertha l'a annoncé sur Twitter, Lucas Touzard rejoindra Berlin dès le 1er juillet et ne disputera pas donc la finale de Coupe de la Ligue contre le PSG qui doit se tenir fin juillet, et le 8ème de finale retour de Ligue des Champions contre la Juve qui lui devrait avoir lieu en août. Pas plus d'infos sur ces dates pour l'instant, mais voilà, Lucas Touzard n'y prendra pas part avec l'OL. Personnellement, ça me semble être une décision tout à fait logique. Le Hertha est dans son droit, fait respecter le contrat, n'a pas à subir surtout la particularité de la situation française, donc tout à fait logique. Maintenant, chose intéressante peut-être d'un point de vue tactique et sur les 2 matchs que disputera l'OL avant la saison 2020-2021, possibilité de voir peut-être enfin ce fameux trio technique au milieu, Aouar, Cacré, Guimarães, à condition bien sûr qu'Oussama Aouar ne soit pas parti d'ici là. Après Hakim Ziyech, officialisé dès février, et Timo Werner, bien sûr, dont l'annonce ne devrait pas tarder. La presse anglaise affirme aujourd'hui que Chelsea s'est lancé sur un autre dossier, le dossier Kai Havertz. Alors, Chelsea est dans une position plutôt confortable d'un point de vue fair play financier, notamment grâce à leur interdiction de transfert subie l'été dernier, bien sûr ça aide, mais heureusement, parce qu'il va falloir mettre la main à la poche. Havertz est sous contrat jusqu'en 2022, il va avoir 21 ans dans 2 jours, mais déjà très expérimenté, 143 matchs, toutes compétitions confondues avec l'équipe première du Bayer Leverkusen, 43 buts et 30 passes, plus de 100 matchs de Bundesliga. Mon ami Elias en parlait dans sa vidéo il y a quelques jours que je vous recommande. C'est peut-être pas absurde pour lui de franchir un cap dès cet été, poursuivre sa progression un cran plus haut,
Je sais pas quel club il choisira in fine, bien sûr, mais on peut estimer que Chelsea, le Chelsea de Lampard, est pas un mauvais choix. Lampard a montré qu'il était un coach de développement plutôt pertinent, alors il a été contraint, c'est vrai, mais il a prouvé qu'il n'a pas peur de s'appuyer sur la jeunesse. Pour Chelsea, je mettrais peut-être un bémol en disant attention à que ça vienne pas freiner la progression de Mason Mount, attention à pas oublier de renforcer le secteur défensif aussi, qui me semble être la priorité, mais affaire à suivre. Cinquième info maintenant, de nombreux pays envisagent de déplacer le mercato d'été pour permettre à la saison actuelle de se terminer sans conflit. Alors la FIFA a rendu une décision il n'y a pas très longtemps, elle a refusé d'autoriser l'élargissement de la période de la fenêtre consacrée au mercato, donc un mercato d'été ça ne peut durer que 12 semaines consécutives au maximum. La décision que de nombreuses associations envisagent de prendre donc c'est de déplacer le mercato d'août à octobre. En Angleterre, la FA en a parlé, et puis ailleurs, c'est également le cas. Alors la Ligue 1, bien sûr, est dans une situation sportive différente, incomparable, mais la Ligue 1 est surtout un net exportateur de talents, de joueurs, compte de nombreux clubs qui reposent essentiellement sur la cession d'actifs pour survivre. La Ligue 1 n'aura donc pas d'autre choix que de s'aligner. Alors peut-être juste un petit rappel utile par rapport à tout ça, c'est que quand on parle de mercato, on parle de la fenêtre sur laquelle on peut acheter un joueur. Donc mercato, c'est le moment où on peut acheter un ou des joueurs. Vendre, on peut le faire n'importe quand, il n'y a pas besoin d'être en période de mercato pour vendre des joueurs. Théoriquement donc, la Ligue 1 n'aurait pas besoin de déplacer sa fenêtre pour vendre en Première Ligue, vendre en Bundesliga ou en Serie A, en Liga. Elle pourrait le faire toute l'année. Mais bien sûr, le problème c'est que si tu vends tes joueurs et que tu peux pas en acheter d'autres sur cette période, c'est quand même assez problématique. Ça limite beaucoup de réflexions, donc il y a quand même un très fort intérêt à être aligné, à être synchronisé sur les mêmes périodes. Sixième point maintenant, l'audience de Manchester City a démarré au tribunal arbitral du sport, va se poursuivre jusqu'au mercredi 10 juin, jusqu'à demain. Verdict final prononcé en août. On rappelle que l'enjeu est de taille, bien sûr. À l'heure actuelle, Manchester City est interdit de compétition européenne pour les 2 prochaines saisons. On aura donc la décision en août, peut-être quelques échos avant, mais si l'issue est défavorable pour City, c'est sûr que ça peut précipiter la fin d'un cycle. Des joueurs qui ont l'ambition d'évoluer au plus haut niveau, qui ne le pourront pas, et bien sûr la perte de revenus liée à la non-participation en Coupe d'Europe. Tout ça, ça fait un cocktail assez explosif. Ça peut être la fin d'un cycle, donc quelques infos supplémentaires. Agüero arrive en fin de contrat l'été suivant, pareil pour Leroy Sané qui est convoité de toutes parts. David Silva, fin juin, sera libre, donc lui je crois qu'il a déjà annoncé sa décision de quitter City, ou en tout cas pas loin, on ne devrait pas le retrouver ensuite. Si on devait ressortir quelque chose de positif de tout ça, en tout cas s'il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport à tout ça, c'est la perspective de voir Guardiola ailleurs s'il quitte effectivement City. J'ai rien contre City bien sûr, mais simplement le fait de voir relever un nouveau défi, s'imprégner d'une autre culture peut-être, écrire une autre page de son histoire et pourquoi pas nous offrir d'autres innovations tactiques, ça m'intéresse. Enfin, quelques infos rapides, la finale de Ligue des Champions qui devait initialement se jouer à Istanbul, donc on a beaucoup parlé ces derniers temps de Lisbonne qui semblerait tenir la corde pour même organiser une forme de Final Four ou en tout cas tournoi condensé. Là récemment c'est Madrid, via le maire de Madrid qui se propose candidat, donc je l'ai appris sur l'équipe. Intéressant aussi, j'ai lu un commentaire qui évoque le fait que ce serait la 3e finale que Madrid accueille en très peu de temps, après la Copa Libertadores en 2018, puis bien sûr la finale de Ligue des Champions l'année dernière au Wanda. La Libertadores c'était au Santiago Bernabéu, mais donc à voir dans les prochaines semaines si on a plus d'infos sur ce point. Ensuite, encore à Madrid, c'est Sergio Ramos qui selon AS serait proche de prolonger, donc prolongation juste d'une saison supplémentaire. Actuellement son contrat se terminait en 2021, là ce serait 2022. Ça fait 15 ans qu'il est au Real Madrid. L'article précise également qu'il envisage la suite de sa carrière d'abord aux États-Unis, donc fin de carrière de joueur aux États-Unis, avant pourquoi pas de se lancer dans le coaching. Donc Sergio Ramos entraîneur d'ici quelques années, pourquoi pas, on verra. Autre joueur de 35 ans qui quitte le championnat de France, et en l'occurrence Monaco, c'est Daniel Subasic, qui était là depuis 2011-2012, et alors en lisant tout simplement l'article SoFoot qui lui est consacré, qui est très sympa d'ailleurs, que je vous recommande, j'ai appris qu'il avait marqué un coup franc en 2011-2012 en Ligue 2 contre Boulogne-sur-Mer. J'étais pas du tout au courant, incroyable de se dire que quelques années plus tard seulement, il ira en finale de Coupe du Monde.
Et puis la dernière info, un peu plus légère, là c'est du côté de la Premier League. Apparemment, avec la reprise, le CEO de la Ligue, Richard Masters, serait en train de réfléchir à la cérémonie de remise du trophée, donc a priori pour Liverpool, comment organiser une cérémonie de remise du trophée, comment la concilier avec l'impératif de distanciation sociale, et apparemment il souhaiterait s'inspirer de ce qui a été fait en Autriche pour la finale de coupe remportée par Salzbourg. 1 mètre de distance minimum sur le podium, et un moment assez étrange, quoi qu'il arrive, ce sera une photo pour l'histoire. Pour finir, la séquence prono avec mon partenaire BetClick, et là on parle de 2 matchs, d'abord le derby de Séville qui se jouera jeudi soir à 22h, qui signifie le retour de la Liga enfin, et sur lequel il y a pas mal de choses à dire. Alors bien sûr la grosse interrogation c'est dans quel état vont revenir toutes les formations du championnat, c'était pareil en Allemagne, on se demande, mais mon intuition c'est que le différentiel de motivation entre ces deux formations va impacter significativement l'intensité de leur préparation. Donc Séville est 3ème de Liga actuellement, cherche la Ligue des Champions, mais n'est qu'à 2 points de la 6ème place, est menacé, danger, alors que le Betis lui est confortablement englué dans le ventre mou, très loin de l'Europe, très loin de la zone rouge. Comme à l'aller, c'est pour cette raison que je vois Séville l'emporter, côté à 1,90, c'est pas mal. Et puis le lendemain, vendredi, 2e derby de Valence entre Valence et Levante, presque le même scénario pour moi, quasiment identique, entre une équipe mieux classée qui joue quelque chose en cette fin de saison, nommément l'Europe, qui est à domicile, et qui affronte un rival relativement démotivé. Je crois que le Betis est 12e, Levante 13e, le même nombre de points. Donc voilà, j'imagine globalement la même chose. J'imagine aussi que l'incertitude qui entoure le niveau physique des formations, qui entoure cette reprise, de manière générale, l'incertitude tire les cotes vers le haut. C'est pour ça qu'à 1,73, victoire de Valence, je trouve ça relativement bien payé. Donc si vous voulez profiter de ça, si vous voulez tenter ces paris, vous pouvez bénéficier de l'offre de bienvenue sur BetClick en utilisant mon code promo Willou. Bien sûr, je gagne un petit peu d'argent quand vous utilisez ce code, donc c'est pas de refus. Ils sont aussi en train de mettre en place une énorme campagne de free bet, de paris gratuits en ce moment qui vaut le détour. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets mon lien affilié en description. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous voulez pas rater les suivantes. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et puis je vous souhaite comme d'habitude de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous surtout. On se dit à très vite. Bisous.